J'ai des souvenirs où mon père, rentrait du travail et il s'imaginait, être, sur un hippodrome et ça, j'ai ce souvenir où il a poussé tous les meubles parce qu'il disait que les chevaux passaient, en fait. Donc il a poussé ma mère, il a poussé donc c'était ça le climat, c'était ça, c'était, nous voilà, encore sous l'effet de l'alcool, jeter les jouets au moment de Noël, les si peu de jouets qu'on avait. Mes 3 frères sont extrêmement abîmés. Encore une fois, le plus âgé avait 18 ans quand mon père est décédé. Il était déjà, fracassé, hein, c'est le mot qu'il faut utiliser. Mes 3 frères sont alcooliques de toute façon. Les jeunes, s'ils ne sont pas pris en soin, ils peuvent perdre 20 ans d'espérance de vie. Maltraitée et abandonnée par ses parents, Nathalie a vécu l'enfer qu'elle raconte dans un livre sur le chemin Chaque pas compte. Je m'appelle Yoann Payou, je suis journaliste et ce que j'aime, c'est donner la parole aux gens formidables de nos territoires. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes maman de 2 enfants, coordinatrice de vie sociale dans un EHPAD et militante engagée dans la protection des enfants placés. Je vais commencer par lire les premières phrases de votre livre. L'histoire commence par celle d'une femme, ma mère, qui a été abandonnée par ses parents et qui, à son tour, a abandonné ses 4 enfants, mes 3 frères et moi. À sa suite, mes frères ont également abandonné leurs enfants. C'est une histoire qui se répète. Racontez-nous cette enfance. Quand vous repensez à la petite fille de 3-4 ans, qu'est-ce qui vous revient ? Une sensation de froid, quelque chose que j'explique aussi, dans mon livre, ce sentiment d'être un peu seule, d'être toujours seule, malgré la présence de mes frères, malgré la présence, enfin une présence, en tous les cas, particulière de mes parents. Ce sentiment, voilà, d'être seule, malgré tout. Vous avez grandi donc dans un climat de violence. Quand on est une enfant, comment on fait pour survivre à ça ? Est-ce qu'on comprend ou est-ce qu'on encaisse sans comprendre ? Eh ben, je crois qu'on comprend beaucoup plus tard, effectivement. Moi, j'ai compris beaucoup plus tard. Je pense qu'on ne comprend pas. Déjà, on est petit. Par contre, je pense qu'on essaye de survivre. Je pense que c'est humain. Et voilà, c'est ce que j'appellerai plus tard dans mon livre, le phénomène de la dissociation, où on se coupe. Moi, en l'occurrence, l'enfant. Alors après, la dissociation, c'est pour tout traumatisme, hein, même adulte, hein, des adultes voilà, qui sont victimes de violences. Moi, à cet âge-là, voilà, effectivement, il y avait 2 parties. Il y avait l'enfant, le bébé même, hein, puisque ça a commencé très tôt, dès ma naissance, qui pour survivre devait se couper de ce qui se passait et pour reprendre après corps ou essayer de reprendre une pseudo-vie et avancer. Quand vous parlez de violence, quel genre de violence on parle ? Alors quel genre de violence on parle? On parle beaucoup, bon, il y avait des violences verbales, beaucoup de violences entre mes parents aussi. Mon père était alcoolique, ma mère aussi s'adonnait à l'alcool. Il y avait très peu d'argent, donc il y avait un grand manque de soins, de nourriture en l'occurrence, hein, comme je l'ai écrit dans mon livre, voilà, toute petite, on parlait d'anorexie du nourrisson. Donc c'était beaucoup des violences liées au non-soin en tous les cas et des violences, je dirais, un peu tapis, en tous les cas, quelque chose d'un peu un climat un peu tapis d'insécurité. Il y avait pas de grands coups, enfin voilà, effectivement, j'ai pas souvenir d'avoir connu des, de la violence extrême, mais de la violence tapis, voilà, qui est toujours présente, en tous les cas, où il faut toujours se tenir au qui-vive puisque, voilà, j'ai des souvenirs où mon père rentrait du travail et il s'imaginait être sur un hippodrome. Et ça, j'ai ce souvenir où il a poussé tous les meubles parce qu'il disait que les chevaux passaient, en fait. Donc il a poussé ma mère, il a poussé. Donc c'était ça le climat, c'était ça, c'était voilà, encore sous l'effet de l'alcool, jeter les jouets au moment de Noël, les si peu de jouets qu'on avait. C'était voilà, il y a d'autres violences entre mon père et ma mère. Bon, je sais pas, voilà, évidemment entre eux, sous l'ivresse en tous les cas. Du coup, à 5 ans, vous êtes séparés de vos parents, vous êtes placés en foyer. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là, par exemple ? Oui, alors pour être tout à fait exact, c'était en fait, mes frères ont toujours, ça faisait un petit moment qu'il y avait les services sociaux qui suivaient notre famille puisque mon frère avait, quand je suis née, 14 ans, donc il y avait déjà des problématiques et oui, je m'en souviens, on est partis avec mon frère en colonie, parce qu'on avait des ruptures familiales, hein, pour nous protéger déjà à l'époque, on était déjà suivis et bah, effectivement, après faille et c'est le moment où mon père a décidé de mettre fin à ses jours et en fait, on n'est jamais revenu. Donc ce qui me reste, c'est ce passage de chez moi, parce que c'était chez moi malgré tout, dans cette maison, au foyer à Saint-Vincent-de-Paul à Nantes et ce passage a été
violent, pour moi en tous les cas, pour la petite fille de 4 ans que j'étais. Donc finalement, ce sentiment d'insécurité, même en dehors de chez vous, il est resté. Oui, parce que je pense, comme beaucoup d'enfants, c'est ce que j'explique un petit peu aussi dans mon livre, c'est que malgré tout, nos parents sont nos parents et on les aime d'une façon. On dit qu'un parent a un amour inconditionnel envers son enfant, mais je pense que ça peut aussi être valable pour un enfant envers son parent. Et moi, j'avais très envie, en tous les cas, je pense, hein, alors après, ce n'est pas des souvenirs flagrants, mais de retourner chez moi. Et c'était, malgré la violence que je subissais, c'était quand même une rupture dans ce rythme et ces habitudes que j'avais. Je quittais ce lieu-là et en plus sans explication. Ensuite, vous êtes accueilli en famille d'accueil, nouvel endroit, nouveaux adultes, nouvelle vie. Vous vous sentez comment? Et ben de nouveau, hein, j'ai vécu 1 an au foyer avec les sœurs qui s'en occupaient. Donc je pense que pendant cette année, il y a quand même eu une forme de sécurité qui s'est installée. Et de nouveau, alors ce qui est tout à fait compréhensible, un enfant de 5 ans, on sait que ce qui est le mieux pour lui, si c'est possible, c'est plutôt un accueil en famille d'accueil, plutôt que rester dans un collectif. Mais n'empêche, c'était une nouvelle rupture pour moi. De nouveau, je quittais ce lieu où j'y étais depuis 1 an pour repartir chez des gens que je ne connaissais pas. Mais n'empêche, j'avais quand même mon frère avec moi. Oui, c'est ça, votre frère, qui était un peu plus âgé que vous, c'est ça, est parti dans cette même famille. Exactement, il m'a suivi, on était placés, on avait 4 ans d'écart. Donc on a été placés ensemble dans la même famille pour maintenir les liens fraternels de frères et sœurs. Après, voilà, l'histoire fera qui, lui, devra quitter cette famille d'accueil quelques années plus tard. Pour quelle raison? En fait, lui, il était un peu plus vieux que moi, il avait 7 ans. On a connu la même chose. Après, ce n'est que mon analyse, mais lui, il était plus vieux, il a vécu plus longtemps, tous ces traumatismes, et il n'a pas réussi à s'en défaire, ou en tous les cas, il n'a pas réussi à mettre des mots. Il a reproduit certaines choses, il a reproduit de la violence, il a reproduit des choses voilà, qui étaient compliquées. Il n'a pas réussi à se saisir, surtout à l'approche de l'adolescence, à ce qu'on lui proposait, et c'était trop compliqué pour lui, donc il est parti dans un foyer. Vous avez des liens avec vos frères aujourd'hui? Du tout. J'ai essayé de maintenir justement avec ce frère-là des liens. Mais voilà, c'est trop compliqué. Mes 3 frères sont extrêmement abîmés. Encore une fois, le plus âgé avait 18 ans quand mon père est décédé. Il était déjà fracassé, hein, c'est le mot qu'il faut utiliser. Mon frère, le frère au-dessous, pareil, avec même une maladie psychiatrique, avec de l'alcool. Mes 3 frères sont alcooliques de toute façon. Même celui qui était au-dessus de moi, il l'est, je le sais. Donc voilà, ils sont fracassés. Moi, je suis voilà, celle qui a réussi à me défaire le mieux possible de tout ça. Quand on vous dit les chiens font pas des chats, ça vous parle? Ouais, c'est des choses que j'ai entendues dans mon enfance et c'est terrible comme adage. C'est terrible parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous défaire de ça, que ça vous colle à la peau, quoi. Parce que tes parents ont été comme ça, ou alors une petite bêtise, comme un adolescent frais, je veux dire lambda, ça arrive à tous les ados. Vous, comme vous êtes de la DAS, tout de suite ça prend des proportions en disant « Ah bah, des chiens font pas des chats » ou « Bah, c'est une cassos ». Ça, j'ai entendu aussi. Parce que de toute façon, c'était presque écrit sur moi puisque j'étais de la DAS. Oui, parce que finalement, enfin, c'est souvent les petites moqueries, les étiquettes, les humiliations, même parfois inconscientes, j'imagine. C'est une sorte de double peine que vous vivez au quotidien. C'est les gamins les plus durs qui vont écrire dans la cour « Nathalie est de la DAS »,« Personne ne l'aime » ou même tout simplement, j'ai des souvenirs quand j'allais chez le médecin, tout simplement chez le médecin, et que vous arrivez avec vos étiquettes bleues. Parce que nous, voilà, pour que la famille d'accueil vraisemblablement se fasse rembourser, il faut mettre des étiquettes. Donc ça porte bien le nom, on est étiqueté. Elles étaient bleues, je me souviens. Et il y a eu des réflexions, ah là là, encore ça, on va mettre je ne sais pas combien de temps à se faire rembourser. Donc déjà à l'époque, ils avaient du mal à se faire rembourser. Mais on était étiquetés, quoi. Ouais, c'est assez violent quand même aussi ça. Mm. Est-ce qu'à cette époque-là, quelqu'un vous parlait, vous écoutait, vous posait des questions, vous aviez un vrai suivi psychologique? Non, ça a vraiment été la problématique, je pense, de tout mon placement. Je suis persuadée que... alors maintenant, pour faire partie de Repère 44, je peux discuter avec des jeunes qui me disent voilà, qui sont accompagnés par des psychologues. Moi, à mon époque, voilà, alors encore une fois, il faut remettre dans le contexte des années 90. La psychologie, ce n'était pas très développé.
Et moi, à aucun moment, déjà à l'arrivée avec ma famille d'accueil, aucun bilan n'a été fait sur ce qu'avaient pu provoquer les traumatismes sur moi, sur mon frère. Et c'est vrai que j'ai traversé toutes ces années en souffrant beaucoup psychologiquement et sans mettre de mots sur tout ce qui m'habitait. En tous les cas, il a vraiment fallu attendre ma détermination à moi, mon enfin bref, j'ai pas le nom. Autodétermination, ouais. Merci. Pour moi me dire bon là faut y aller. Mais c'est vrai que et la psychologie encore une fois, c'était pas on disait allez ça va, arrête de t'écouter, ça va passer. Ah ouais non si À c'était si l'ancienne, simple. quoi. Mais même dans la famille d'accueil, je veux dire, il y avait pas une oreille attentive, ne serait-ce que pour parler? Ah, c'était pas, enfin vraiment j'ai eu vraiment énormément de chance. J'ai conscience d'avoir la chance d'avoir été placée pendant mes 17 ans. Après voilà, c'était comme comme beaucoup de familles à l'époque, c'était pas une famille qui était très dans la psychologie, voilà, ça c'est sûr. Et il n'y avait pas la place en tous les cas pour épancher ses émotions. Et c'est vrai que moi il y avait une rivalité entre ma tatate qui s'occupait de moi et ma mère, et dans les deux sens, hein, c'est pas l'une plus que l'autre, c'était dans les deux sens. Donc il fallait pas que je parle, il fallait pas que je dise ce qui m'habitait, il fallait surtout se taire. Et j'ai pris cette habitude tout le temps. Et c'est vrai que non, honnêtement, non, je n'ai pas rencontré d'oreille attentive à l'époque. Votre tatate, Oui. c'était un surnom, c'est ça qu'on donne? C'est ça, c'est à l'époque, c'était le nom qu'on donnait en fait, en tous les cas, que nous préconisaient les travailleurs sociaux. Hein. Moi, j'ai pas souvenir du moment où on m'a dit qu'il faut l'appeler tatate et tonton. C'était comme ça, on les appelait comme ça. Quand on vit autant de ruptures, autant de silence, qu'est-ce qu'on devient à l'intérieur? Est-ce qu'on se ferme? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on se coupe des autres? Oui, je pense que pendant des années, et je pense encore, et je pense que je suis OK avec ça, de me dire que mon passé et mon histoire m'aura fragilisée sur l'attachement. Et maintenant, je suis OK de me dire que peut-être ce sera comme ça toute ma vie. Mais les relations sont jamais simples avec les autres. Et par contre, je pense que je suis une très bonne actrice. C'est pour ça que peut-être je fais du théâtre. En tous les cas, j'ai su vivre avec ça et apaiser mes relations le mieux possible. Mais on vit avec, voilà, moi ça fait des années maintenant que je suis avec mon conjoint. Les premiers temps, c'était extrêmement douloureux. Se séparer, et j'arrivais pas à mettre des mots parce que je savais pas encore ce qui m'habitait. Mais se séparer était compliqué. L'attachement aussi avec les gens, je peux expliquer dans mon livre, pardon, avec les travailleurs sociaux qui s'occupaient de moi. Je me souviens d'une, en l'occurrence, qui m'a dit, bah voilà, je m'en vais quelques mois, j'attends un bébé. Moi, ça m'a fracassée, quoi. Parce que presque, j'ai envie de dire, pour moi, j'avais envie que ça soit moi son bébé. Parce que je m'attachais mal aux gens. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors après, bah, sont arrivés mes enfants. Et là, je pense, après il faudrait leur demander, mais je pense avoir fait le mieux possible avec ce qui m'habitait. Et à un moment, je me suis mise au travail, justement. Mais c'est vrai que c'est tout ça, l'abandon, surtout l'abandon, bon, l'abandon et puis d'autres sujets. Hein, voilà, j'ai malheureusement été également abusée quand j'étais enfant par un homme qui sortait de prison. Donc ça aussi, ça vient fracasser. On sait très bien, malheureusement, les enfants victimes d'inceste ou les femmes qui sont malheureusement violentées sexuellement, ça vient fracasser des choses. Donc c'est comme une empreinte au fer rouge ou une plaie qui peut se réouvrir à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu une enfance volée? Oui, oh oui, oui. Oui, j'ai pas connu l'insouciance, et je sais que, alors, l'insouciance telle qu'on peut l'entendre, est-ce qu'on peut vraiment vivre, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire l'insouciance? Mais en tous les cas, moi, c'est quelque chose auquel j'ai fait attention avec mes enfants, vraiment de leur offrir une forme de simplicité dans la vie. Voilà. Il y a un cadre sécurisé, quoi. Un cadre sécurisé, et pas aller s'inquiéter de tout et pas faire attention sans arrêt à ce qu'on va dire. Là, je pense voilà, à ma relation entre ma tatate et ma mère. Enfin, c'est terrible pour une enfant d'être obligée de mesurer ses mots et de ne pas dire bah là je suis triste parce que maman, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas nous acheter à manger. Et puis bah, ça, c'est pas possible de le dire puisque derrière, on va venir accentuer. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir quand même eu une enfance volée. Et quel genre d'adolescence vous avez vécu? Une adolescence
Alors je dirais, presque trop sage pour le coup, mais bouillonnante en même temps. C'est-à-dire trop sage à l'extérieur et bouillonnante à l'intérieur. Dans mon corps, c'était tout feu, tout flamme. Bon alors après, des mises en danger, hein, des fois voilà, que j'ai pu faire et puis, bah, jusqu'à ce moment où effectivement, comme je parle dans mon livre, c'était trop difficile pour moi et voilà, j'ai pris des médicaments, parce que j'en pouvais plus et parce que peut-être il fallait que je montre clairement à tout le monde que là, ça allait pas et qu'il fallait m'aider. Donc vous avez fait une tentative de suicide à l'âge de 17 ans, c'est ça? Ouais, 2, ouais. À un moment, vous avez croisé quelqu'un qui vous a regardé autrement, Ouais. qui vous a traité avec douceur. Mmh. Oui, bah, c'est, Quand l'amour arrive oui, c'est ça. et quand quelqu'un vous aime vraiment, est-ce que vous êtes capable de le recevoir? Non, bah, pas tout de suite, hein, même, voilà, je peux dire, hein, ça reste encore des fois un peu compliqué, mais en fait, c'était voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était extrêmement compliqué, surtout les moments de séparation, parce que j'étais interne. Ma relation à ma famille d'accueil était devenue, difficile. Donc j'ai fait le choix de partir en internat sur la fin de mes études et donc bah, je partais à la semaine et donc je ne voyais pas mon amoureux. Donc la séparation était extrêmement difficile, ça me travaillait énormément au point où j'ai mis, voilà, mes études, ont été chaotiques et j'ai pas eu mon diplôme. Mais en ayant vécu, Pour vous, séparation, c'est abandon, quoi. bah, j'ai du mal à oui, il y a de ça, ouais. Toutes les séparations sont de toute façon alors maintenant toute séparation ne veut pas dire abandon, mais séparation veut dire quand même, un gros travail à faire sur moi en amont pour, accepter la séparation et ne plus en souffrir. Même avec vos enfants, vous êtes maman de 2 enfants aujourd'hui, c'est Oui, ça? ouais, ouais, je suis maman de 2 enfants et même avec mes enfants. Des fois quand je peux avoir à me fâcher comme tous les parents, sur des situations, voilà, j'ai besoin de moi de réassurance sur le fait que, bah, que c'est OK, qu'ils vont pas me laisser parce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait dire, mais qu'ils vont pas m'abandonner pour autant. Donc ça, malgré tout, c'est encore là. Alors, on est d'accord que c'est atténué quand même, puisque le travail sur soi permet ça, mais ça traverse une vie, quoi, vraiment. Il y a les mots déclencheurs de votre fille de 7 ans à l'époque qui vous dit: «Maman, je sens que tu vas pas bien». C'est ça. Ouais, ouais, c'est, parce que, bah, voilà, quand on va pas bien, hein, c'est de la colère, c'est des cris, c'est ou même quand on est fatigué, des fois on voit bien, on s'énerve et quand ça dure dans le temps, donc là, ma fille, c'est chouette ce qu'elle a verbalisé et là, du coup, ça a fait un peu comme un électrochoc chez moi, en me disant: «OK, là, comme je m'étais toujours dit dans ma tête, mon histoire, le mieux possible, ne ricochera pas sur mes enfants». Bon, bah, je peux dire que c'est grâce à elle que je me suis mis au travail. Donc c'est vraiment là, ce jour-là, que vous vous êtes dit: «Bon allez, je vais faire un travail psychologique sur moi, je». Exactement, je vais aller voir quelqu'un. C'était il y a longtemps ça? C'était il y a, 15 ans? 15 ans. Mmh. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans votre construction? C'est la parole, c'est certains piliers peut-être sur lesquels vous avez pu vous appuyer quand même, le travail, le théâtre? Ouais, bah, je pense clairement, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a eu des rencontres, des belles rencontres. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le théâtre, les variétés, voilà, je fais du théâtre, j'en parle dans mon livre, hein, une scène, voilà, qui m'a permis de me pousser à bout et ça a été vraiment un déclencheur, hein, de me dire: «OK, tu peux prendre ta place». Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai repris mes études aussi, parce que j'avais un peu un sentiment, alors après qui n'appartient qu'à moi, hein, mais qui me manquait quelque chose au niveau formation, au niveau études. Donc j'ai repris mes études et j'ai eu la chance, voilà, de faire des études au CREPS, au Pays de la Loire, avec une équipe portée sur l'éducation populaire et qui tire vers le haut. Et ça, je vous assure que de sentir que vous êtes important et que vous avez de la valeur dans les yeux de quelqu'un, bah, voilà, ça c'est énorme. Donc moi, ça m'a énormément aidée. Puis bon, clairement, un dernier enfin, je malgré ma première thérapie, je sentais que voilà et je suis allée voir quelqu'un d'autre et on a posé des mots en fait, voilà, la dissociation, les troubles de l'attachement. Alors, je dis pas qu'il faut rentrer dans des cases parce que moi j'aime pas trop les cases, sans parler de ça, mais quand on met des mots sur ce qui vous habite, vous savez comment vous pouvez travailler là-dessus et ça, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis ouais, des rencontres salvatrices, quoi. Hem, Aujourd'hui, vous êtes coordinatrice de vie sociale et puis,
Vous êtes aussi engagé dans plusieurs collectifs de défense des droits de l'enfant. Vous faites entendre votre voix. Pour vous, c'est la suite logique, tout ça? Ça ne l'était pas il y a quelques années. J'ai presque eu jusqu'à mes 35 ans, c'était pas un sujet en fait, le fait que j'ai été placée, il y a eu une espèce d'omerta sur ce qui m'était arrivé. Donc ça n'a pas été une évidence de devenir militante sur la protection de l'enfance. C'est vraiment mon arrivée à Repère 44, et là où j'ai pu rencontrer des jeunes et que j'ai vu les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, que j'ai intégré aussi le comité vigilance à Paris, où on a fait, voilà, il y a une commission parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, quand j'ai pu prendre mon téléphone, appeler des travailleurs sociaux et qu'ils m'ont raconté tout ce qu'ils vivaient, je me suis dit non mais là, ce n'est juste pas possible. Donc en fait, après, ça a été une évidence. Vous le dites dans le livre, 2 jeunes SDF de moins de 25 ans sur 5 sont des enfants placés. Ouais, c'est ça. Il y a ça, il y a la maladie mentale. Alors on en parle beaucoup et tant mieux. Mais les jeunes, déjà, Céline Gréco, qui est médecin à Necker, qui a créé l'association Impact, qui a elle-même été placée, elle le dit, les jeunes, s'ils ne sont pas pris en soin, ils peuvent perdre 20 ans d'espérance de vie. 20 ans d'espérance de vie, c'est énorme. C'est facile de fermer les yeux. Mais qu'un enfant qui va être mal accompagné à l'heure actuelle, qui va être maltraité, on a vu le procès de Châteauroux, on a vu des horreurs. Ces enfants-là qui ne vont pas être pris en soin, plus tard, ce sera des adultes que vous croiserez dans la rue, avec des maladies psychiques énormes qui viendront, qui viendront peut-être vous agresser ou pas. Mais en tous les cas, et après, on leur jettera la pierre. Sauf que ces adultes, à un moment, ils ont été des enfants placés. Et on les a mal accompagnés. Et ça, alors évidemment, c'est une histoire de département et d'État. C'est pas tout à chacun qui va pouvoir prendre soin d'un enfant. Mais en tous les cas, d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que la protection de l'enfance va mal, en fait. Oui, puis pour le coup, ça peut atteindre plusieurs générations. Bien sûr. Moi, c'est ce que je disais. Ma mère a été placée. Alors, l'histoire de mon père, je ne la connais pas, mais ma mère a été placée, ce qu'on appelle à l'époque à l'assistance publique. Je sais que ma grand-mère aussi a été placée. Alors, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, c'était l'après-guerre. Et puis on institue très tôt, à 40 ans, elle était déjà dans les hôpitaux et les EHPAD, enfin tout ça. Et elle a placé sa fille, ma mère a placé tous ses enfants, mes frères ont placé leurs enfants. À un moment, voilà, il faut que ça s'arrête. Et ça, il faut faire aussi attention quand on accompagne un jeune. Enfin, il y a aussi, je trouve qu'il est important, c'est l'accompagnement à la parentalité. Parce qu'on dit oui, moi j'entends des choses sur, il faudrait... c'est des choses qu'on peut entendre. Il faudrait faire signer aux futurs parents des documents comme quoi ils vont être de bons parents. Ça, on ne le sait jamais, qu'on soit placé ou qu'on ne le soit pas. Mais il faut un accompagnement à la parentalité et peut-être encore plus sur des enfants qui ont été placés. Parce que la reproduction du schéma, elle n'est pas écrite. Et quel est votre regard, du coup, sur la protection de l'enfance aujourd'hui? Alors, la protection de l'enfance sauve des vies, clairement. Ça, on ne va pas dire le contraire. Heureusement qu'elle est là. Moi, heureusement que j'ai été placée. Des fois, je dis à voix basse, peut-être, heureusement que mon père s'est donné la mort, puisque qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été encore là? Peut-être que je n'aurais pas été placée. Mais, et il y a un grand mais, la protection de l'enfance va mal. C'est un parent pauvre de l'État. On n'en prend pas soin. Il y a maintenant, voilà, il y a plusieurs scandales qui arrivent. Il y a eu le scandale de Châteauroux, des gamins qui ont été placés dans des familles qui n'avaient même pas d'agrément. Certains avaient un casier judiciaire, certains pour violences sexuelles. Voilà, sinon ce serait pas drôle. Là, il y a les fameuses agences d'intérim qui ont recours à des éducateurs, des fois pas formés. L'Assemblée nationale, tout le monde se dit, a reconnu un dysfonctionnement systémique de la protection de l'enfance. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est l'enquête qui a dit ça. Systémique, donc ça veut dire que ce n'est pas cas par cas, c'est un dysfonctionnement général. Et après, il va se passer quoi? Votre mère est toujours en vie? Oui. Vous avez des liens? Non, la dernière fois que je l'ai vue, on en parlait hier justement, ça doit faire avant Covid, donc il y a 6 ans. En fait, ma mère, elle est dans un déni total. Moi, je pense que comme je l'écris dans mon livre, une histoire de résilience, voilà, c'est un chemin, la résilience, elle l'a jamais emprunté, elle est dans un déni qui sauve, certainement, et elle n'a jamais su s'entourer. Et il y a 5 ans, voilà, 5-6 ans, j'ai décidé, pour me protéger, de la laisser sur le bas-côté, en fait. Est-ce que vous avez trouvé une forme de paix aujourd'hui?
Oui, 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 oui. Oui, j'ai trouvé une forme de paix, à travers ma famille, hein, à travers mes enfants, une forme de paix aussi, dans mon travail, dans l'engagement que je mène. Tout ça, ça m'aide en fait, hein, c'est des choses qui m'équilibrent en tous les cas. Si vous pouviez vous adresser à la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Sacrée question. Eh bien, un petit peu ce que j'ai écrit à la fin de mon livre, qu'en fait, on a réussi. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais besoin d'elle, pour régler, là, maintenant, à l'âge adulte, certaines choses. J'avais besoin qu'on se rencontre et que, le fait qu'elle ait pas été aimée, par ses parents, bah, c'est pas de sa faute, en tous les cas. C'était, voilà, la faute des adultes et des grands et que je méritais l'amour qu'on m'a pas donné, toute petite.